En matière immobilière, la pleine propriété se matérialise par l'arrêté de concession définitive ou le certificat de propriété immobilière. Ce sont des documents qui sont délivrés par l'administration dès lors qu'on a complètement terminé une procédure foncière sur un bien immobilier. Donc la pleine propriété, c'est une propriété entière et définitive. Voilà. Donc, merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Ok. À la suite, on aimerait savoir quels sont les éléments qui attestent que nous avons la pleine propriété d'un bien immobilier, si vous pouvez. Aujourd'hui, pour attester justement de la pleine propriété d'un bien immobilier, il y a ces deux documents que je vous ai cités tantôt, l'arrêté de concession définitive et le certificat de propriété immobilière, propriété foncière. Ce certificat était délivré, j'allais dire avant. Aujourd'hui, pour toute nouvelle demande de procédure foncière, c'est l'arrêté de concession définitive qui va vous être délivré. Ces deux documents sont équivalents. Simplement, aujourd'hui, on ne délivre plus que l'ACD, alors que le certificat de propriété foncière était délivré avant, est toujours valable aujourd'hui, mais n'est plus édité. Donc, ce sont ces documents qui vont pouvoir attester de votre propriété. Et ces documents, on vous les remet donc physiquement. Mais à la conservation de la propriété foncière et des hypothèques, on peut aller vérifier si vous êtes effectivement plein propriétaire en demandant ce qu'on appelle une réquisition foncière, un état foncier. Dessus va apparaître votre nom en qualité de propriétaire. Donc, ce document, on peut l'avoir à la conservation de la propriété foncière et ce document se demande, alors on le demande chaque fois que nous on a une transaction à faire, on requiert ce document-là pour avoir la situation du bien au jour où on est. Pour être sûr que la personne qui se présente avec son certificat, qui est un document volant, et que ce certificat soit bien relié toujours à l'état réel et actuel de ce bien à la conservation foncière. Donc pour attester de la propriété, ce sont ces deux documents. Merci bien. Madame Lumba a même quelque chose à ajouter? Non, pas grand-chose. Je crois que Maître a tout dit. A dit l'essentiel. Les documents qui attestent qu'un individu est propriétaire d'un bien immobilier, c'est bien sûr l'ACD, l'arrêté de concession définitive, qui était le certificat de propriété foncière. Et je crois que quand le ministre Mamadou Sanogo est arrivé, il a effectué une restructuration, un réaménagement des procédures. Et donc aujourd'hui, quand vous demandez un document qui doit attester que vous êtes propriétaire d'un bien, c'est un ACD qui vous est délivré, l'arrêté de concession définitive. Ok. Merci pour commettre. On aimerait aussi savoir comment est-il facile d'avoir tous ces documents, bien voilà, quel est le processus le plus facile d'avoir tous ces documents? Facile, bon, je dirais. En matière immobilière, ce n'est pas facile, on va dire, c'est plutôt long. Ah, pardon. Donc, vous parlez d'obtenir les documents aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des biens qui sont déjà dotés de ces documents. Donc, si on veut acquérir un bien, on peut très bien acheter quelque chose qui a déjà son certificat de propriété foncière ou bien qui est déjà doté d'un ACD. Maintenant, pour les parcelles qui ne sont pas encore dotées, ça veut dire qu'elles ont des documents qui ne sont pas encore définitifs, parce que la procédure qui existait antérieurement se faisait en plusieurs étapes. Donc, il fallait obtenir différents documents de l'administration pour, au final, avoir un titre de propriété définitif. Et donc, quand la procédure a été modifiée, il y en avait qui étaient encore aux différentes étapes avant la procédure définitive. Donc, il y en a qui ont des lettres d'attribution, il y en a qui avaient des arrêtés de concession provisoires, parce qu'on donnait le provisoire, puis après on donnait le définitif. Donc, il y a ces documents-là qui existent encore, et pour lesquels, de façon unifiée, on doit demander un ACD. Quelle que soit l'étape où on est aujourd'hui,
on doit demander un arrêté de concession définitive pour avoir sa propriété définitive. Donc selon l'étape où on est, oui, ça va être plus long. Il y aura des documents à fournir. La procédure, on ne sait pas à quel stade elle est. Est-ce que le titre foncier a déjà été créé? Est-ce que les services du cadastre sont déjà passés? Donc, selon tout ce qui reste à faire, voilà, selon l'état de la procédure, je pourrais vous dire si ça va être long ou difficile. Donc, ça va dépendre du document que vous avez aujourd'hui et du stade auquel en est la procédure foncière au jour d'aujourd'hui. Donc, de façon générale, ça part de des documents villageois, on appelle ça l'aide villageoise. Donc c'est le départ, parce que tous les terrains qui ne sont pas encore immatriculés appartiennent à l'État, mais l'État, avant d'immatriculer un terrain et de l'attribuer, doit purger ce qu'on appelle purger les droits coutumiers, parce qu'il y a des personnes, il y a des entités villageoises qui sont sur ces différents terrains, qui les occupent et qui ont, on va dire, des droits coutumiers. Donc, ce sont ces entités-là qui délivrent les attestations villageoises, que vous les connaissez. Et à partir de l'attestation villageoise, on demande l'arrêté de concession définitive. Mais au cours de cette procédure, l'État va, ce qu'on appelle, purger les droits coutumiers, c'est-à-dire faire des enquêtes pour être sûr que cette entité villageoise est bien celle qui doit détenir des droits, aller immatriculer le terrain, faire la délimitation au cadastre, payer les droits, on appelle ça des droits de possession à l'État, des droits de cession, pardon. Et au final, vous allez obtenir l'arrêté de concession définitive. Donc aujourd'hui, vous allez partir de la lettre villageoise ou alors de la lettre d'attribution ou alors de l'arrêté de concession provisoire pour tous arriver à l'arrêté de concession définitive. Donc ça peut être long selon votre cas. Je saisis l'opportunité pour dire qu'il y a des solutions. Les solutions qui peuvent être apportées peuvent être considérées comme des accompagnements globaux que les notaires, que la chambre des notaires ou les experts immobiliers auront la capacité d'organiser pour aider le mieux possible les populations à répondre véritablement à ces besoins. Et cela, c'est une opération de sensibilisation, une opération d'accompagnement à la communication et d'information pour faire en sorte que nous puissions remettre en fait à plat tout ce qu'il y a comme procédure, de sorte que tous les documents divers qui ont été édités puissent entrer véritablement dans le lot des documents qui sont actuellement édités et conformes vis-à-vis de la loi. Voilà. Merci. Quel est le thème? Quel est le thème central? J'ai vu les conditions. Les conditions d'accessibilité à la pleine propriété. Est-ce que je suggérerais que notre notaire nous fasse tout le process de ces conditions-là, et puis si ça appelle des interrogations, des questions, on pourrait poser, et puis il pourrait intervenir sur les questions qui seront posées. Conditions d'accessibilité à la pleine propriété. Bon, j'ai vu le thème moi aussi. J'aurais eu des questions à poser pour préciser ce thème, parce que moi je vois plutôt procédure, voilà, d'acquisition de la pleine propriété, conditions, bon, voilà. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'entends en termes de procédure. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je vous ai parlé de la procédure. Voilà, conditions d'accessibilité, ça va être plus large, oui, avec l'expert immobilier, avec les moyens financiers à mettre en œuvre pour acquérir. Donc ça aussi, c'est une condition, hein, pour pouvoir acquérir, il faut pouvoir payer. Voilà, mais en ce qui me concerne, c'est plutôt les procédures, les documents à fournir, voilà. Donc, bon, je crois que je vais me répéter un peu si je repars dans la procédure. J'en ai parlé, je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez précisément. Il faut commencer à zéro. C'est un thème qui pourrait aussi s'appeler l'acquisition d'un bien immobilier en toute sécurité. D'accord. Voilà. Qui dit sécurité, pense notaire. Oui. C'est ça. D'accord, très bien. Donc c'est dans ce sens-là le kidam qui va acquérir un logement
quelle est la procédure, oui, d'accord. Quelle est la procédure à suivre pour que, une fois qu'il a ce logement, il n'ait plus d'inquiétude. C'est ça. C'est ça surtout qui préoccupe l'acquéreur du logement. Effectivement. Je pense que je surtout demander comment sécuriser son bien immobilier. Voilà, il achète un bien. Oui. Non, c'est non, c'est bon parce que c'est un thème qui peut aller dans tellement de sens. Voilà. C'est pour ça que je vous ai demandé la précision, parce que en matière immobilière, on pourrait parler toute la nuit. Pour revenir à ce que vous avez dit, donc pour une acquisition de façon sécurisée, il faut avant tout, quand on a un projet immobilier de façon générale, il faut se rapprocher du notaire. Voilà, pour lui demander quelles sont les différentes procédures, quels sont les documents, quels sont les pièges à éviter, comment cela se finance et quel temps ça prend. Donc, il faut se rapprocher du notaire qui vous explique un petit peu le paysage immobilier. Et donc, une fois que on vous a dit, il faut tel ou tel document, la procédure se mène comme ça. Quand on parle de la lettre d'attribution, c'est comme ça, de la CP, de la lettre villageoise. Voilà, donc selon le cas que vous aurez, vous revenez. Donc, quand une personne identifie son bien immobilier, un bien qu'elle veut acheter, on lui demande toujours de se faire communiquer le titre de propriété quelconque que la personne détient et de se rapprocher du notaire. Donc, avec ce document, nous, on peut vérifier la réalité de ce bien. Parce que je dis réalité, ça peut faire sourire, mais il y a des biens qui existent sur papier, mais qui n'existent pas en réalité. Donc, on va vérifier la réalité, l'effectivité de ce bien immobilier, s'il existe vraiment, où il est situé. Il nous faut aussi un extrait topographique. De façon idéale, on demande le document, le titre de propriété, un extrait topo, même s'il est ancien. On demande aussi une copie de la pièce d'identité de celui qui se dit vendeur. Voilà un peu le minimum de documents qu'on demande pour pouvoir faire quelques investigations. Donc, avec les documents qu'on nous produit, on demande aussi la valeur, le prix. Le prix, pourquoi ? Parce que c'est sur la base du prix qu'on va calculer les frais que la personne aura à payer. L'acquéreur, c'est lui qui paye ce qu'on appelle les frais de notaire. Je dis en guillemets, mais ce sont les frais d'acquisition et droits pour être plein propriétaire. Ces frais comprennent les impôts, tout ce qui est à payer à l'État, ça comprend aussi les honoraires du notaire. Donc on lui fait une facture détaillée sur la base du prix qu'il nous aura indiqué. Du prix qu'il nous aura indiqué qui devra être le prix réel. À la fin de l'acte, on fait toujours déclarer aux personnes que c'est le prix réel et qu'ils ne nous ont pas caché une partie du prix, parce que l'administration fiscale peut toujours redresser si jamais le prix est très éloigné de ce qui se pratique. Donc, quand ils nous communiquent ces documents, on est à même de vérifier si le terrain existe, si il fait partie d'un lotissement qui a été approuvé, s'il y a un titre foncier sur le terrain, s'il est immatriculé, qu'il a un numéro de titre foncier, la vérification est très facile pour nous. On se rend à la conservation foncière, on demande ce que je vous ai dit tout à l'heure, une réquisition foncière, un état foncier, qu'on nous tire aujourd'hui, ils sont diligents en 48 heures, et on nous a même installé un logiciel avec lequel on peut consulter instantanément à la conservation foncière. Donc on peut tout de suite regarder l'état de ce terrain. Donc quand un terrain, la personne est plein propriétaire de ce terrain, les documents qu'elle fournit nous permettent de vérifier très rapidement. Donc là, ça va très vite parce que la procédure est arrivée à son terme. Donc on demande un état foncier, il y a différentes sections sur ce document, notamment la section 4 qui est la section propriétaire. Donc, à cette section-là, on regarde le nom qui figure. Et à l'aide de la pièce d'identité, on peut se rendre compte si c'est le même nom. Je trouve que l'état foncier, personnellement, n'est pas complet. Parce qu'on n'a que le nom, prénom, profession et adresse. On n'a pas les dates et lieux de naissance. On n'a pas les filiations. Donc, quand vous avez des homonymies, ça ne suffit pas. Donc, ce n'est qu'un indice, on va dire, qui va aller avec un faisceau d'autres indices concordants qui va nous permettre de confirmer ça.
Donc on demande aussi généralement, ça ce sont les premières vérifications, on regarde l'état foncier, le bien existe, le nom figure, etc. Donc on lui dit a priori c'est bon. Maintenant vous pouvez finaliser la transaction et on va pouvoir aller plus loin dans les documents parce que pour toutes ces vérifications, il faut payer, c'est payant. Donc on demande à la personne de verser des frais d'ouverture du dossier qui vont nous permettre de demander aux différentes administrations les confirmations et les confirmations écrites. Parce que en réalité, quand on se rend dans l'administration, on peut avoir des informations. Les gens, ils y vont, ils vous disent oui, mais on m'a dit que c'était bon, surtout les démarcheurs, les intermédiaires immobiliers, ils mettent la pression sur les clients. Et ils disent aux clients que c'est le notaire qui ne va pas vite. Il ne va pas assez vite. Moi, je suis allé à l'administration, on m'a dit que c'était bon, on peut faire, etc. Donc nous, on leur dit non, il nous faut un écrit parce que la parole s'envole. Et puis dans notre métier, il faut des bases solides. Donc il nous faut une réponse écrite de l'administration. Déjà, il faut écrire, déposer le courrier, puis il faut attendre la réponse écrite. Et une fois qu'on reçoit tout ça, on est plus solide. Voilà, on a des références, on a des garanties. Pour pouvoir intervenir par la suite. Donc on vérifie. Quand je vous disais, quand on a la pleine propriété, c'est simple. Quand la personne n'est pas en pleine propriété, donc quand elle a une lettre d'attribution ou bien un arrêté de concession provisoire, ce n'est plus à la conservation des propriétés foncières qu'on se rend, c'est au ministère de la Construction. Là, c'est un peu plus long. En réalité, c'est un peu plus long. Les vérifications ne sont pas, ça ne va pas vite. Donc on peut avoir notre réponse, mais il faut s'armer de patience. Ça peut prendre 2 semaines, voire plus, 3 à 1 mois. Les personnes sont toujours très, très, très pressées, impatientes. Elles veulent faire leurs transactions, elles nous pressent. Mais nous, on ne peut pas intervenir si on n'a pas d'écrit. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que quand on intervient dans le domaine immobilier, quand on veut acquérir, il faut être patient. Il faut attendre les documents. Il faut se mettre dans des conditions de sécurité. Le notaire est là pour vous garantir la sécurité, c'est vrai. Mais nous-mêmes, on a besoin de s'appuyer sur des documents parce qu'on a une responsabilité en réalité. Donc, il faut avoir des documents, des réponses écrites pour pouvoir poursuivre la transaction. Donc, au niveau de la conservation du ministère de la Construction, voilà, on attend d'avoir une réponse, sachant sur ce terrain, la personne n'est pas en pleine propriété, mais qu'est-ce qu'il y a juste comme document? Donc, on va nous confirmer qu'il y a une lettre d'attribution ou bien un ACP ou, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une seule attribution? Il y en a eu plusieurs. Les documents comme les lettres d'attribution ou les lettres villageoises, on les appelle des titres de propriété précaires parce que la propriété n'est pas définitive et elle peut être retirée. En ce qui concerne la lettre d'attribution, si vous avez déjà une lettre d'attribution entre les mains de l'administration, vous verrez que vous avez un délai. Dessus est indiqué un délai au terme duquel vous devez obtenir la pleine propriété. Les sanctions, on peut vous retirer le terrain. Donc, c'est quelque chose qui est provisoire. Ça n'arrive pas souvent, parce qu'il y a des personnes, les délais, ça peut être de l'ordre de 6 mois, 2 ans, etc. Mais il y en a qui ont des lettres depuis 10 ans, 20 ans et qui n'ont jamais été inquiétés. Donc finalement, ils finissent par se dire que c'est un document finalement qui est définitif, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas, donc tous les détenteurs de lettres d'attribution, il faut absolument aller lancer votre procédure d'arrêté de concession définitive pour terminer. Ce temps que ce n'est pas fait, vous êtes suspendu vous aussi. Et quand c'est fait, c'est plus facile pour les mutations postérieures. Tout ce qui est transaction, dès que nous, on a un document de propriété définitive, on est plus à l'aise parce que notre démarche va être plus rapide. On pourra vous sécuriser et on pourra aller plus rapidement, de façon plus dynamique pour aller avec l'air du temps, aller vite dans les transactions. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, donc certificat de propriété, ça se vérifie plus rapidement. Les documents qui sont moins aboutis, c'est un peu plus long. Et de façon générale, non seulement c'est un peu plus long, mais comme c'est pas définitif, c'est suspensif. On va pas pouvoir vous faire une vente. On va vous faire une promesse de vente sous la condition que la personne termine sa procédure. Tout ce qui est suspensif, on va dire,
est un peu dangereux, je veux dire en guillemets. C'est vrai qu'on est là pour garantir le plus possible, mais on ne peut pas faire plus que ce qui est possible. Donc, si on va vous dire que la personne n'est pas en propriété définitive, vous voulez vraiment acquérir? Oui, vous voulez. Bon, voilà les risques. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est pour vous accompagner en disant on a demandé à l'administration ce qu'il en était. Ils nous ont confirmé que la personne avait effectivement une lettre d'attribution. Mais une lettre d'attribution, ce n'est pas une propriété définitive. Donc, on va faire la promesse de vente sous la condition que la personne termine la procédure. Et une fois la procédure terminée, on fera à ce moment-là la vente définitive au terme de laquelle on fera la mutation à votre nom. Donc, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et au moment de la promesse de vente, la personne va vouloir souvent avoir tout le prix. Bon, ce qu'on déconseille fortement. Parce que si vous payez tout le prix, vous n'avez plus de moyens de pression après s'il y a des soucis. Donc, on déconseille de payer tout. Il faut payer une avance. Ben, combien payer? Quelle avance il faut verser? Bon, il y en a qui acceptent 40%, il y en a qui n'acceptent pas. On conseille de verser pas plus de 10% parce que au niveau des impôts, voilà, il y a une conséquence aussi. Quand on verse plus de 10% du prix à la promesse, l'administration considère que c'est la vente qui est faite. Donc, elle va prendre ses droits de vente tout de suite, qui sont aujourd'hui de 4% du prix. Les droits d'enregistrement, c'est 4%. Quand on est en deçà de 10%, on paye 18 000 francs le droit fixe. Donc, on conseille de payer juste ce qu'il faut pour payer le droit fixe, pour enregistrer l'acte, voilà, pour conserver la chose. Mais souvent, les terrains qui sont très convoités, voilà, celui qui vend, il sait qu'il a la main, et donc il vous dit non, moi, 10%, ça ne m'arrange pas, je veux qu'on paye tout, sinon je ne fais pas. Donc, il y a des personnes qui veulent absolument le terrain, bon, qui payent tout. Nous, on s'en tient à la volonté des parties. On doit donner le conseil, notre conseil, dire voilà les risques que vous prenez. La personne dit oui, j'ai compris, je veux quand même acquérir, faisons la transaction. Donc on fait l'acte, on fait la promesse de vente. Et la première personne mène sa procédure à son terme. Et une fois que c'est fait, on fait la vente. Donc quelquefois, il y a un solde à payer à la vente. À ce moment-là, on solde en toute sécurité. Mais si jamais la procédure n'aboutit pas, voilà un acte qui est suspendu et voilà un document ou une procédure, une situation qui peut nous mener devant les tribunaux et qui peut nous mener tous devant les tribunaux, y compris le notaire, comme je dis tous. Raison pour laquelle nous-mêmes, quand on intervient, on prend aussi des précautions. Parce que, et quand on vous donne ces conseils, il faut aussi que vous les entendiez. Parce que quand on est de notre bord à nous, on a vu des choses qui se sont passées, pas toujours bien passées, on sait qu'après, on oublie les circonstances. L'intermédiaire qui m'a pressé, voilà, l'urgence dans laquelle j'étais, etc. Tout ça, ça retombe à plat quand on est quelques années plus tard, quand on regarde à froid ce qui s'est passé. On dit, mais ce notaire n'a même pas été capable de conseiller les gens, de leur dire, bon, on oublie toutes ces circonstances. Donc nous, on se projette. Donc les conseils qu'on vous donne, c'est avec ce recul-là qu'on vous les donne. Donc vraiment, faire attention, privilégier le plus possible les terrains ou les maisons avec des titres de propriété définitifs. Quand ils ne sont pas définitifs, bon, savoir que c'est un risque que vous prenez. C'est vrai que les terrains qui sont en lettres villageoises sont bien plus attractifs parce qu'ils sont moins chers, évidemment. La procédure n'a pas été menée, tous ces frais d'ACD n'ont pas été versés, donc c'est une affaire que vous faites quand au final la procédure aboutit. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est une affaire, mais la contrepartie de ce gain, c'est le risque. Donc ça, il faut juste le savoir. Les choses, quand on les sait, on sait comment ça se passe, on prend les risques en connaissance de cause, et puis bon, voilà. Mais de façon générale, on vous conseille de privilégier les terrains, les maisons, les biens qui ont un titre de propriété définitif. Voilà, si ça l'est pas, on peut vous accompagner, c'est vrai, mais avec toutes les réserves qu'on va vous donner. Voilà. Donc, monsieur, bon, je peux continuer, mais... Pardon ? Bon, voilà ce que je pouvais en dire du côté des documents. Une fois qu'on a signé l'acte définitif, donc on vous aura calculé les frais à payer. Dans ces frais, il y aura les honoraires du notaire, il y aura aussi les droits à payer aux impôts. Donc quand on signe l'acte définitif, le notaire, avec ce que vous avez payé, il transmet le document à la conservation foncière pour que la mutation soit faite à votre nom.
Donc les droits sont payés. À la mutation foncière, en section 4 propriétaires, il n'y aura plus le nom du vendeur, il y aura désormais votre nom. Et on va vous délivrer ce qu'on appelle un certificat de mutation de propriété foncière. Ça, c'est nouveau. Parce que comme le certificat de propriété foncière n'existe plus, enfin, il existe, mais il n'est plus édité, il n'y a plus que l'ACD aujourd'hui, mais l'ACD, il est délivré une seule fois, à la première procédure. La première fois qu'on établit la pleine propriété d'un bien, on délivre l'arrêté de concession définitive, mais c'est unique. Les fois d'après, quand on revend son bien, on n'a plus qu'un certificat de mutation de propriété foncière. Donc c'est ça, ce document qui va être votre titre de propriété par la suite. Et donc, quand on finit la transaction, quand on finit les formalités, on vous remet votre certificat de mutation de propriété foncière, on vous remet un état foncier à cette date, à la date de la mutation, et puis le document, la copie de votre acte de vente que vous avez signé chez nous, une copie certifiée conforme dans laquelle il y a le nom du vendeur, le nom de l'acquéreur, l'origine de propriété, lui-même de qui détient son bien, il y a le prix, et puis il y a les conditions, parce que vous achetez les conditions et charges. Quand on achète un terrain ou un bien immobilier, on le prend en l'état. Vous êtes censé l'avoir visité, le connaître, et vous le prenez en l'état. Donc ça aussi, on le rappelle dedans. On rappelle aussi que les impôts désormais seront à votre charge. Voilà, on vous fait déclarer aussi que le prix que vous déclarez est le prix réel, qu'il n'y a pas de prix, une partie qui est payée en dessous. Parce que souvent, ça se fait pour diminuer et les droits à payer à l'État et les honoraires du notaire. Et donc, les gens déclarent une chose. Nous, on est censé connaître que le prix réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dans notre bureau pour commencer à discuter. Ah, mais qu'est-ce que tu crois qu'on va mettre? Bon, ben, peut-être qu'on devrait mettre tel prix. Nous, on n'entend qu'un seul prix. Vous vous êtes mis d'accord, vous me donnez ce prix. C'est ce prix qui figure dans l'acte et c'est ce prix qui va partir à la conservation foncière. Si arrivé aux impôts, ils estiment que ça a été sous-évalué, vous aurez droit à un redressement. D'autant plus que dans l'acte, vous aurez déclaré que c'est le prix réel. Bon, ça... Voilà, donc après on vous remet vos documents et la procédure est terminée. Et bon, voilà. Ai-je répondu à votre question? Il faut m'aiguiller parce que c'est un domaine qui est très vaste. Donc s'il y a des précisions à vous donner, voilà, il faut me les demander. Merci, Maître. Vous avez dit l'essentiel. Je vous ai demandé de bien vouloir aller jusqu'au bout. Moi, c'était pour dire c'est fini. Ah, d'accord. C'est fini. C'était pas encore fini. La vente est authentifiée, c'est ça qu'on dit. C'est ça. Et que, donc, c'est ce qu'il achète un bien et il en est le propriétaire. C'est ça. Vous avez dit deux expressions que je voudrais que vous corrigiez un peu. Le seul document provisoire qui remplaçait pour quelques années l'arrêté de concession définitive, c'était l'arrêté de concession pour... Il ne le remplaçait pas. C'était l'étape avant l'arrêté de concession définitive. C'est l'expert immobilier qui parle, malheureusement. D'accord. Les évaluations de biens que nous, les immobiliers, nous faisions, nous disons on ne peut vendre, on fait une transaction autour d'un bien en pleine propriété. L'expert ne peut pas évaluer un bien qui est pourvu uniquement d'une aide d'attribution. L'aide d'attribution n'a pas été de propriété, ça n'a même pas été de propriété provisoire. Ce n'est rien du tout. Voilà. Un droit d'usage reconnu par l'administration. Il n'a aucune valeur. Mais au moins, ça lui fait une préemption sur le terrain qu'on lui a attribué. C'est ça. Donc pour nous, experts immobiliers, nous ne considérons pas une aide d'attribution. Et nous aurions toujours dans notre rapport d'expertise le type de propriété. Ou bien nous disons, puisque, comme vous disiez, ils sont pressés, nous disons que nous supposons
intervention suppose que l'empreinte propriété est libre de tout droit de tiers. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, et je dis mon bien, la sécurisation qui devrait affecter ma transaction, toute ma procédure, est liée au notaire. Donc le notaire ne devra pas dire, ils sont pressés. Ils sont pressés, je vais faire un acte sous condition suspensive. Le notaire doit pouvoir dire. Ah non, je vous arrête. Bon, je vous laisse terminer. Bon, voilà. Je crois que le notaire doit pouvoir dire, écoutez, ce bien n'a pas de titre de propriété. Laissez-nous le temps de faire tous les débats. Je crois que c'est le notaire qui le fait, ça, je vous pose la question en même temps. Les débats, pour que vous ayez documents externes à la sécurisation de cette transaction avant que nous la faisions. Ben, en attendant, vous n'avez pas de voter, mais comme c'est pressé, nous allons faire comme ça, la sécurisation n'y est pas. Donc, je n'ai pas compris ce côté-là, si vous pouvez m'éclairer. Alors, quand je vous dis que les gens sont pressés, c'est quand ils veulent intervenir sans document, sans qu'on ait les retours des investigations qu'on a demandées. Donc, c'est en cette matière que j'ai parlé de pressé. Maintenant, une personne qui a son bien, qui a sa lettre d'attribution, ce qu'on disait tout à l'heure, cette lettre d'attribution, et elle doit faire sa procédure jusqu'à son terme avant que la mutation ne se fasse. Mais le second, il veut mettre la main sur le bien en attendant. C'est dans cette circonstance-là qu'on fait une promesse de vente. Une promesse de vente, ce n'est pas une vente, parce que le titre de propriété n'est pas définitif. C'est un engagement de vendre au moment où la propriété sera devenue définitive. C'est une façon de lier les parties pour que ce bien-là, le temps que le document ne sorte, que la personne qui s'est engagée n'aille pas revendre le bien par ailleurs. Donc, c'est pas une vente qui est faite. C'est juste un avant-contrat qui précède la pleine propriété du bien. Moi, je suis M. Aka. Je voudrais savoir l'ACD. On a appelé un arrêté de concession définitive. Pourquoi, au lieu de concession, on n'a pas préféré cession? Parce qu'en matière foncière, et c'est quand même justement en matière de vente, la vente est appelée une cession. Pourquoi on a préféré concession au lieu de cession? On doit avoir une explication juridique. En fait, il s'agit de l'État. L'État qui concède le droit de propriété à la personne physique. Donc c'est un terme en fait. Voilà. Et comme je vous disais, l'ACD intervient la première fois parce que tout le patrimoine immobilier est dans le giron de l'État avant d'en sortir pour être attribué à des individus. Donc la première fois que l'État se dessaisit de ses droits, il concède la propriété à un individu. Et après ça, cet ACD, bon, ce sont des ventes de personne physique à personne physique ou de personne à personne. Est-ce donc parce que la terre appartient d'abord à l'État? Oui. En Côte d'Ivoire. C'est ça. Ça n'est pas le cas ailleurs. En Côte d'Ivoire, c'est le cas. Merci. Je suis Madame Lacan. J'aimerais vous faire part d'un cas et puis vous allez pouvoir analyser au répondre. Vous avez parlé tout à l'heure de la lettre d'attribution. Moi, j'achète un terrain avec la lettre d'attribution à un terrain de 800 mètres carrés à 3 millions, qui a la valeur, c'est le prix normal lorsque je l'achète avec la lettre d'attribution. Un an après que l'ACD soit fait sur la parcelle, au moment de payer, de faire la mutation, on nous fait un redressement pour nous dire que la valeur du terrain actuel, parce que le terrain à l'ACD est à 10 millions. Est-ce normal de me faire un redressement et de faire ma mutation à partir de 10 millions, sachant que l'acte notarié qui a
qui a servi à faire la vente, lorsqu'on était à la lettre d'attribution, le terrain était à 3 millions. Est-ce normal? Bon. Mais par contre, je vais vous donner une explication, celle que je connais. Au moment de la lettre d'attribution, la pleine propriété n'était pas encore acquise. Donc la vente n'était pas faite. La mutation n'était pas faite. La mutation réelle est faite au moment où vous avez eu l'ACD. Et c'est à ce moment-là que l'administration se place pour évaluer ce bien et pour appliquer ses droits. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit qu'au moment de la lettre d'attribution, de la lettre d'attribution à la propriété définitive, ça peut être très long. Il peut se passer plein de choses, notamment les réévaluations de terrain. Donc au 1er janvier, là, l'administration a procédé à des réévaluations, notamment à Riviera, etc. Donc aujourd'hui, les personnes qui avaient des ACD, qui ont obtenu des ACD, nous on a des clients qui étaient appelés, ils avaient obtenu des ACD et il fallait payer les droits pour pouvoir retirer. Et on nous a appelés pour dire attention, tous ceux qui n'ont pas payé jusqu'ici, il y aura des réévaluations et l'administration va se placer au jour où on va payer. Donc ça c'est encore, on va dire, c'est encore plus grave que dans votre cas. J'allais le dire. Mais c'est vrai que vous avez signé un acte devant un notaire avec un prix, mais l'administration considère, et on considère juridiquement, que la vente n'était pas faite à ce moment-là. Ce n'était qu'un engagement de vendre. Voilà un peu pourquoi l'administration se place aujourd'hui pour vous taxer, voilà, au moment où la mutation se fait. Merci. Je vous en prie. Je veux juste rajouter quelque chose. Je voudrais vous dire que la lettre d'attribution n'est pas un type de propriété. Maître l'a dit tout à l'heure, seul l'ACD constitue un type de propriété. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est propriétaire d'un bien immobilier, il vous montre une lettre d'attribution, on dirait qu'il n'est pas propriétaire. Merci Madame Touré. Mais quand l'État met en place des aménageurs fonciers et qu'un aménageur aménage un site, il vous vend le site avec une lettre d'approbation. C'est supposé que l'État reconnaît la lettre d'approbation. Donc, à partir même de la lettre d'approbation, quand vous achetez avec la lettre d'approbation, le prix est toujours différent quand vous achetez avec l'ACD. Mais vous achetez avec la lettre, vous faites votre dossier et au moment où l'ACD sort, on vous dit voilà le nouveau prix. Est-ce à dire qu'aujourd'hui on ne doit plus acheter les terrains, même étant approuvés, sachant bien que l'approbation est un document, le premier document officiel foncier de l'État? Oui, mais ce n'est que l'approbation d'un site. On approuve un lotissement, c'est-à-dire une division. Le site est approuvé par l'État, maintenant il peut être vendu par lot. Mais ce n'est pas une mutation, ce n'est pas un titre de propriété. C'est juste que la zone, l'État a reconnu que cette zone-là, était à approuver le découpage qui a été fait par le géomètre et par la promotion. Donc c'est pas ce que vous avez acheté, c'est un lot qui va avoir un titre de propriété. C'est ça que vous avez acquis des droits, si vous voulez, sur ce lot-là, quand il va être doté de son titre. C'est-à-dire, il est sorti voilà, et puis à peine, voilà. Et c'est là que on vous l'a attribué. Enfin, attribué. Je ne devrais même pas dire ce mot. Voilà. Donc, c'est vrai que après, bon, les aménageurs fonciers, oui, c'est l'État qui donne l'agrément, c'est vrai, mais après, dans les procédures, voilà, elles restent celles qu'elles sont. Hein. Vous allez à l'administration, on va vous dire que approuvé, c'est pas propriété. Voilà. Bonsoir. Moi, c'est M. Bailly, M. Bailly Diao. Votre conseil par rapport à ce cas particulier, et ce n'est pas ici en Suisse. Il s'agit d'une maison d'un parent sénégalais, en fait, qui a beaucoup duré en Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'était pas père de famille, n'a pas d'enfant, et qui est décédé. Il était propriétaire de la cour. Aujourd'hui, il savait que la maison a été vendue sur d'autres papiers. Et tous les témoins du sol encore là. Il n'y a même pas fait moins de cela que la vente a été faite. Et que nous sommes au courant. Pendant que
soutenir les parents quand même qui sont encore au Sénégal. Mais Donc, je voudrais quand même avoir des conseils à votre niveau pour voir quelles sont les démarches à faire pour quand même poursuivre ce cas. Préalable, j'allais dire quel document il y avait sur ce bien, quel type de propriété existait sur ce bien. Sans ça, il va être difficile de. Voilà, en fait, vous répondre. La maison a son titre foncier. Oui, mais titre foncier, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà aussi, je suis bien contente de rebondir sur le titre foncier, parce que c'est une appellation, on va dire, qui est un peu galvaudée. Le titre foncier, c'est le numéro d'immatriculation d'un terrain. Ce n'est pas un titre de propriété. Donc, une fois que le terrain est doté d'un titre foncier, c'est juste qu'il a un numéro d'immatriculation. Voilà, au cours de la procédure d'ACD, on dote le terrain d'un titre foncier, mais il est toujours encore au nom de l'État. C'est au bout de la procédure qu'il va passer à votre nom. Donc, de dire que le terrain est un titre foncier, attention, ce n'est pas un titre de propriété. Attention. Et ça se dit très, très, très souvent. On l'entend très souvent. Oui, mais il a le titre foncier. Non, ça veut pas dire ce que vous croyez. Donc, du coup, le document que la personne possédait, on ne sait pas ce qu'il est. Parce que s'il y avait eu un titre de propriété définitif, avec le nom du défunt dessus, il aurait été difficile pour quelqu'un de le vendre. Difficile, je ne vais pas dire impossible, parce que en matière de faussaires, on voit beaucoup de choses. Mais s'il y a un titre de propriété définitif, au nom d'une personne, et que celle-ci est décédée, ce sont ses héritiers qui sont habilités à vendre le bien. Et pour prouver qu'on est héritier, on produit un acte de notoriété ou un certificat d'hérédité pour prouver qu'on est les ayants droit d'une personne décédée. Donc, la vente ne se fait pas comme ça. Maintenant, je ne sais pas quel titre il y avait sur ce terrain pour que cette transaction ait pu être faite en fraude des droits des ayants droit. Donc, ce titre foncier, ce numéro de matricule du foncier ne serait pas affilié à un nom éventuel du propriétaire, par exemple. C'est ce que je vous dis. Si la procédure est arrivée à son terme, oui, à la fin, sur ce numéro de titre foncier, il y aura le nom de la personne en section 4. Effectivement. Là, ça voudra dire que la procédure est arrivée à son terme. Mais si ta procédure est en cours, par exemple, les titulaires de l'aide d'attribution, je peux avoir une lettre d'attribution, la procédure a commencé, les services du cadastre sont passés, ensuite les services de la conservation foncière, on a effectivement donné un numéro de titre foncier à votre terrain, mais il est toujours au nom de l'État. Et tant que l'ACD n'a pas été signé par le ministre, transmis à la conservation foncière, les droits payés, la mutation ne se fera pas en section 4. Il y aura un numéro de titre foncier et en section 4, il y aura État. Donc, le numéro de titre foncier n'est pas toujours lié au nom d'une personne. Les aménageurs qui ont été constitués en chambre, une règle, on leur a attribué des terrains, l'État a attribué des terrains aux conditions venues, et ces aménageurs morcellent ces terrains en lot et ils vendent ces lots. Quand ils vendent ces lots, ils font le dossier technique, ils font tout ce qu'il faut pour que soit immatriculé au nom de ce lot. Et l'État n'est plus responsable. C'est une affaire entre l'acquéreur et l'aménageur. Ce que je voulais préciser à Mme Martin. Dites-moi, de l'étape lettre d'attribution ACP jusqu'à ACD, jusqu'à la nouvelle étape ACD directement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce ne sont pas deux chemins différents maintenant à Rome où on nous fait croire que quelque chose a changé? Parce que c'est comme rien n'a changé dans le fond. Moi, c'est mon impression. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui a changé chez l'acquéreur que nous sommes? Au plan bénéfique, je ne vois pas. Ensuite, est-ce que vous avez rencontré déjà des cas de vente de biens immobiliers, maisons, terrains ou autres, où les papiers que vous cherchez à vérifier, vous, en tant que notaire, sont faux? Quelqu'un nous dit que lorsque les gens viennent vous voir et que les papiers qui sont déjà établis pour ces biens immobiliers là sont faux,
il y a toujours de belles formules, des arrangements entre vous et ces personnes-là pour que ce soit de bons papiers et que tout se passe bien. Vous m'avez aidé, madame. Dernier volet, madame. Oui, deux, troisième. D'accord. Quelqu'un aujourd'hui qui a une lettre d'attribution pour un terrain. Le terrain est là. Il a bâti une maison là-dessus. Il habite même d'ailleurs. D'autres peut-être n'y habitent pas, mais le terrain est là, la maison y est. Ils ne sont pas inquiétés. Ceux-là, leur terrain là peut être pris un jour par l'État. Qu'est-ce qui va leur arriver pendant qu'ils jouissent de leurs biens sans inquiétude, alors que M. Is à côté s'est battu pour avoir tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, dans les normes? Alors, je veux savoir. Première question. Ce qui a changé dans la procédure d'ACD, ce sont les termes, l'ACD directement, et puis les étapes. En fait, en réalité, les étapes. Avant, il y avait différentes étapes qui étaient sanctionnées par des documents différents. Vous deviez avoir ces documents à chaque fois et puis repartir ensuite à la charge pour avoir les documents suivants. Donc on avait la lettre d'attribution, ensuite on devait demander l'arrêté de concession provisoire, ensuite on devait construire et faire un constat que les travaux étaient faits, et ensuite on pouvait demander et obtenir l'arrêté de concession définitive. Donc toutes ces étapes ont été supprimées pour demander une seule fois l'arrêté de concession définitive. Mais cet arrêté a lui-même différentes étapes qui sont autonomes, j'allais dire. Vous n'avez plus à initier ces différentes étapes vous-même. Elles se font au sein de l'administration et au final, vous avez votre arrêté. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est ces différentes étapes, mais pour un seul document. Et pour l'usager que vous êtes, c'est une seule demande et à la fin, un seul document. Voilà, ça c'est la première question. La seconde, ça concernait, je crois, une espèce de connivence entre le notaire et des faussaires, si j'ai bien saisi la question. D'accord. Donc, ce qu'on ferait dans nos études, c'est qu'on maquillerait des faux documents pour les faire passer pour des bons. Voilà. J'ai bien saisi. Hein. D'accord. Donc, le notaire n'est pas là pour ça. Le notaire, il est là pour vérifier les documents, garantir une transaction. Le notaire, on sait où le trouver. Il a pignon sur rue. Quand il y a sa responsabilité est mise en cause, on sait où le trouver et il répond de ses actes. Raison pour laquelle, quand les documents ne sont pas fiables, on refuse d'intervenir. Deuxièmement, les documents qu'on nous présente, on demande à les faire vérifier auprès de l'administration qui les a édités. Et on demande que l'administration s'engage justement par écrit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le fait que ce soit par écrit, pour que l'administration de son côté soit responsable de ce qu'elle dit. Maintenant, si on se retrouve avec une administration qui ne reconnaît pas ces documents, le notaire se retrouve tout seul face à son client, parce que c'est le seul qui va avoir le dos assez large, j'allais dire, pour encaisser les chocs. L'État, c'est l'État. Il y a des procédures que vous allez mener qui ne vont pas forcément aboutir ou qui vont prendre du temps. L'État va pouvoir se dédire. Mais le notaire va avoir instrumenté sur des documents qu'on lui a présentés. Les documents qu'on nous présente, on les vérifie. On demande que, quand ça vient de la ministère de la Construction, que celui-ci se prononce dessus. Quand ça revient de la construction, de la conservation foncière, on demande également ça. On demande les documents d'identité qu'on nous présente. On a un partenariat avec l'ONI maintenant pour vérifier les cartes d'identité. Dernièrement, j'en ai eu une qui était fausse. Donc, une fois qu'on a ce retour faux, là, on arrête toute transaction. On dit à la personne, de toute façon, la carte n'est pas bonne, donc c'est même pas la peine d'aller plus loin. Voilà, mais bon, on peut pas, on n'est pas, comment dire, on confectionne pas les cartes et on confectionne pas les documents. On nous remet les documents qui sont faits dans une administration. Et c'est cette dernière-là qui est responsable des documents qu'elle édite. Et c'est sur la base de documents que nous-mêmes nous intervenons. Vous avez encore un autre décret, je pense que la position de maître, le notaire, il doit être le décret qui a abrogé
le décret de 1904, on doit être le décret de 1932. C'est la caution. En tant que ancien directeur du domaine humain, c'est ce que j'utilisais pour travailler. Donc je m'en souviens, je n'ai aucun mérite. Je ne peux que contribuer au débat. Je n'ai aucun mérite. J'étais directeur national du domaine urbain de l'État. Merci. Donc je n'ai aucun mérite. Mais je le dis, sous la caution quand même du notaire, qui est garant du droit. On reviendra dessus. Et vous avez 3 autres textes qui partent de 1964 à 2014 ou 2015. Post-crise. Et ces 3 autres textes-là sont simples. De 1964, je pense que la caution encore de la Chambre des notaires, à M. Dakouri, c'est uniquement que l'État voulait, c'était de mettre de l'ordre dans le cafouillage des transactions immobilières, avec des plans de terrain. 1964, on appelle ça le décret 1964, il est fondamental. Ce décret-là, j'ai profité pour poser ma question à mettre, enjoignait ou donnait obligation à ceux qui peuvent vendre ou acheter un terrain, ou même louer à un bail de longue durée, de passer par ce qu'on appelle des actes authentiques, signés par notaire ou par juriste, les juges. Et en 1964, donc, le président Fouboigny, c'est un politique, tout le monde est politique, en 1964, donc, le président Fouboigny a impulsé le ministère de toutes les Finances de sortir cet décret-là pour que sur tout l'ensemble des 322 000 km² poussières constituent notre superficie, rien ne se vende, que ce soit le domaine privé de l'État, le domaine public qu'on ne vend pas, c'est pour l'État, qu'il soit dans le domaine privé de l'État qui gère la direction du domaine urbain, comme que ce soit dans le domaine des propriétés définitivement acquises. C'est-à-dire ceux qui ont les titres fonciers depuis la colonisation ou quoi, on passe par le notaire. Sans laquelle procédure, votre vente est nulle et non aveugle. C'est-à-dire que vous allez au tribunal, que ce soit en référé au fond ou en forme, le juge contacte, c'est un terrain que vous avez acheté après 64. Hein? Vous avez compris aussi qu'après 64, on n'arrive pas à 2 ans. Bon, on fait deux après ça pour se réveiller un peu. Donc, le juge regarde, si c'est après 64, il dit non. C'est nul. Quelle que soit votre raison. Ça, c'est 64. Et après, on arrive à 71, où on a instauré les réglementations domaniales et foncières. On fait que, et toujours dans le but de quoi? Dans un objectif de police. Vous avez soulevé très bien la question que le maître a fort bien répondu. L'ACD. Pourquoi l'ACD? Ça, on a 2015. Mais en 1971, c'est l'État qui produisait ces terrains. J'ai dit hier ici que l'État attribuait à titre gratuit. On cherchait même des cas de tout ça pour acheter des terrains, pour construire. Donc l'État était soucieux de savoir ce que vous allez faire des terrains qu'on vous a donné, vous êtes allé un sous-préfet, vous avez vendu ça au village, d'abord sous-préfecture ou bien Abidjan, le préfet d'Abidjan vous a donné les terrains surtout à Bobo ou à Niamey, et même au niveau d'Abidjan, le ministre l'a attribué. C'était des terrains de lotissement public gérés par le domaine urbain. Et il y avait une commission nationale d'attribution des terrains urbains à Abidjan et des commissions départementales d'attribution des terrains urbains. Vous avez donc, on attribue tous des critères propres à chaque région. Donc c'était cadeau. Là, vous payez ce qu'on appelait des taxes à la mairie. Ceux ici qui ont des terrains à l'intérieur de ça, qu'on appelle les frais de bornage. Les frais de bornage. L'État avait ses géomètres, il faisait le lotissement, il les approuvait, et puis vous payez que les frais de bornage pour que l'État rentre dans ses frais au trésor. Donc, c'est pour ça que, à cette époque, selon d'après le décret 1971, l'État a institué l'ACP, qu'on appelait l'arrêté de concession provisoire, pour dire, après l'arrêt d'attribution, vous avez 2 ans pour le mettre en valeur, alors vous avez 2 ans pour prendre un géomètre, vous faites un dossier technique, pour accomplir les formalités du permis de construire. À l'issue de ces 2 ans, on peut vous l'arracher sans préavis, vous n'avez pas à vous plaindre. Évidemment, dans la partie qu'on n'arrachait pas.
trouve qu'il est très intéressant. Autrement dit, quand vous l'avez fait, l'État vous donne, vous l'observez. Vous demandez une arrêté de concession provisoire. Cette arrêté de concession provisoire permettra à l'État. Maintenant, puisque le terrain, par exemple, est à Poitiers, c'est un permis d'habiter attribué par le préfet, la commission départementale, vous avez payé les frais de promenade peut-être de 100 000 ou de 50 000, ça dépend de la sous-préfecture de la ville. C'est maintenant l'État qui prend. Maintenant, on va à l'ACP où je vais vous vendre, moi l'État, ce terrain. Ce qu'on appelait des taxes domaniales et foncières qui étaient ordonnancées par la conservation foncière, qui elle-même ne faisait pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas si elle est encore là, ils ne sont pas là pour nous préciser. Il y avait ce qu'on appelait une commission de fixation des prix des terrains urbains. C'était uniquement pour l'ACP. Et à partir de ce moment, cette commission se réunissait tous les ans, tous les ans, sur convocation de monsieur le conservateur de la propriété foncière. Il y avait un seul, il n'y avait pas 12, comme aujourd'hui, un peu partout, il n'y avait pas de délégation. Elle fixait les prix dans chaque commune, enfin, ce qu'on appelle commune. Avant, il n'y en avait pas. Dans chaque quartier d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est ces prix-là que le conservateur gardait. Une fois que le Ghana savait faire les dossiers techniques, là, vous êtes combinés, et que le domaine urbain, vous avez préparé l'arrêté de concession provisoire, on calculait que vous aviez une modalité de paiement sur 3 fois. Donc l'État voulait récupérer maintenant son argent. Quand on a quitté là, quand vous avez ça, ACP, vous n'êtes pas obligé d'avoir construit. Mais c'était une garantie supplémentaire qui permettait aux banques, l'établissement financier, bon, ils sont partis, mais ils sont là. Comme pour avoir un titre foncier définitif, pour mettre l'hypothèque, les banques voulaient s'assurer que vous avez au moins l'ACP, qui est donc la chaîne intermédiaire. Parce que le décret de manière de foncier réglementait l'ACP pour dire qu'on peut asseoir dessus une hypothèque provisoire pour te permettre d'avoir un prêt à la banque. Et c'est après que maintenant, quand vous avez l'ACP, que la banque vous a financé, en faisant inscrire une prénotation dans le livre foncier de le conservateur, ou en faisant inscrire son hypothèque provisoire dans le livre foncier, que vous allez maintenant à l'ACD, qui était l'arrêté de concession définitive, ou alors l'État maintenant venait avec ses brigades pour contrôler les mesures que vous avez faites, les calculer, et tout ça se trouvait au service du domaine urbain, fixer les prix pour que le conservateur, quand il a homologué ce prix-là, parce que le conservateur c'est un service d'expertise, pour aller voir s'il n'y a pas un arrangement entre le propriétaire et le requérant, entre le propriétaire, pardon, et le conservateur. Non, il n'y a pas un arrangement entre le propriétaire et l'administration de la construction qui n'est pas de l'économie et finance. Il peut vérifier. Si le conservateur est d'accord avec le prix, il vise, vous allez payer maintenant des taxes. On vérifie que vous avez déjà réglé l'ACP avec votre premier frais. Maintenant, les derniers frais, vous les payez. Et puis, le ministre de la Construction, sur le reçu présenté, il revient par le domaine, vous signez votre ACD et vous êtes propriétaire. Cet ACD repart maintenant encore à la conservation foncière pour qu'on ouvre une page dans le livre foncier de manière que vous ayez un numéro de titre foncier de Gadjavi, de la Malawi, du Bondougo, etc. ou de l'Indéné, du Ablin. À ce moment, ça ne sera pas l'Indéné. Donc, voilà, c'était uniquement un souci, premier, de protéger les investissements publics fonciers, parce que c'était le cycle financier. Tous les lotissements qu'on faisait, l'État voulait rentrer dans ses fonds. Et puis, deuxièmement, lutter contre la spéculation foncière et immobilière, voire ne pas prendre des terrains, comme a dit le président Doumi, ne pas attribuer des hectares, vous gardez pendant tranquillement 10 ans, vous ou vos descendants, les revendre selon les forces de l'urbanisation autour de la capitale. Là, on arrive en 2015, 2014 plutôt,
que nous, les spécialistes et les experts immobiliers, nous appelons l'ère de la dématérialisation et des TIC. On est rentré dans de profondes réformes foncières. Depuis le 2012, sous l'ère Ouattara, tout est numérisé, tout est informatisé. Je vous fais l'économie de la discussion, je ne suis pas là-bas, moi je suis expert. Mais maintenant, tout est, il y a eu des réformes. Et ce sont ces réformes-là qui ont abouti au degré de 2015 qu'on appelle le degré de Koro. Le premier conseil de ministre du président Ouattara à Koro, il a signé ce décret qui a créé l'ACD. Il n'y a plus d'obligation. Dès qu'on vous a activé, vous pourrez avoir votre ACD en passant par le guichet unique qui s'occupe de toutes les formalités et où l'État prend l'engagement au bout de 30 jours, 45 jours, vous devez votre foncier en ACD. Que vous ayez construit ou pas. Mais alors pourquoi? Ça s'appuie encore sur des considérations économiques et financières. Ce n'est plus l'État qui fait le lotissement, mais c'est des aménageurs fonciers, comme dit le président Bamba, qui font des lotissements privés. L'État ne veut plus un sou dedans. Alors, ça vous avez 40-50 hectares des aménagements fonciers, vous les subdivisez en lots de 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés, vous les vendez, l'État n'a rien à voir. L'État maintenant veut son ACD pour mettre des impôts fonciers sur vous, vous payez. Donc, le promoteur qui fait son beurre, l'État aussi fait son beurre, donc ça il y a là. On n'attend plus de se construire. Voilà. À l'époque, l'État, avant de faire son beurre, doit attendre qu'il construise, il donne 10 ans, 15 ans, même passer à ses successeurs, c'est pas encore construit. Ça revient à votre préoccupation. Pourquoi celui-là est resté dans l'aide d'attribution et l'autre a une foncier petit et les deux ont les mêmes sécurités de puissance? Mais comme vous êtes journaliste, le ministre de la Chambre des experts immobiliers de Côte d'Ivoire, on les attend au tournant. Il y en a qui payent les impôts, l'autre ne paye pas. On les attend au tournant. On peut déclarer. C'est quoi? Il n'y a aucune propriété, qu'elle soit définitive ou provisoire, qui est à l'abri de l'expropriation publique. Le jour où on va vouloir faire une école, où élargir une rue, ou bien faire des passages, ou bien madame Bulldozer passe et va élargir pour élargir ses routes, pour sauver ses caniveaux, ben vous avez moins de chances de vous faire réparer que celui qui a tissé sa vie. C'est là qu'on attend autour. Voilà, j'ai parlé sur votre caution, avec j'ai un souci pédagogique, je pense que ça peut chacun. En tout cas, monsieur Bleng, je vous remercie. C'était très, très agréable d'entendre et puis c'est pédagogique, ça fait toujours du bien. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Le principe, si vous faites votre procédure, vous avez en pleine propriété, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ceci dit, je vois deux réserves. La première, ça concerne l'État. L'État qui conserve dans son droit régalien, voilà, il peut toujours exproprier qui que ce soit, où que ce soit. Donc, mais l'État, c'est vraiment celui qui est au-dessus. Et à part l'État, entre nous, on dit les personnes physiques, si votre droit s'appuie sur des bases saines et légales, votre titre ne peut pas être remis en cause. Maintenant, si la base même de votre titre n'est pas bonne, par exemple avec les lettres villageoises, ce genre d'attestation, s'il y a des contestations à la base même, sur la base même qui a servi à faire votre titre de propriété, oui, c'est possible qu'il puisse être remis en cause au terme d'une procédure judiciaire. Voilà, donc moi ce sont ces deux cas-là que je vois. L'État qui peut toujours tout reprendre et puis un droit qui n'aura pas été fondé sur quelque chose de solide. Oui. Excusez-moi, en fait, la question. La seconde réponse me paraît un peu floue. Un peu flou, vous voulez que ça soit plus précis. Quand je dis flou, c'est un peu compliqué pour moi. Ah bon, ah oui, dites-moi. Moi, je suis un enfant de la famille. Bon, mes parents sont plus, se sont très confondus, je prenais de ce terrain. Donc,
Qui ont vendu ou acheté? Qui ont vendu le terrain. Et donc, étant, je pourrais dire légalement, qu'est-ce que je dis? Un ayant droit. Un ayant droit, voilà, merci. Je remets en cause en fait cette vente-là. Ah, d'accord. Voilà, Ok. parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut remettre en cause en ce moment une vente. Je suis les... Il est concerné. Voilà, tout à fait. Au premier chef. Votre cas, enfin, a priori, il y a plusieurs ayants droit. Il y a une vente qui a été faite et vous n'avez pas participé à la vente. C'est ça, en fait, par exemple. Donc, en tant qu'ayant droit, vous aviez tous... enfin, quand une personne décède, qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier notamment, une fois que les procédures sont faites au niveau des actes de succession, le bien passe à ses ayants droit qui sont listés dans l'acte de notoriété ou certificat d'hérédité. Et ce sont ces ayants droit-là qui tous doivent signer un acte de vente s'il s'agit de vendre le bien. Donc tous ces ayants droit doivent intervenir à l'acte, qu'ils soient présents ou représentés par une procuration, pour que la vente soit valable. Maintenant, si l'un d'eux manque à l'appel, quand bien même tous les autres auraient signé, c'est un acte qui n'est pas définitif, c'est une vente qui n'est pas complète, donc elle ne peut pas être faite. Donc, est-ce que c'est ça votre cas? Tout le monde a vendu, vous n'avez pas donné votre accord et la vente a été validée, c'est ça? Mais non, en fait, en réalité, si un seulement des ayants droit n'a pas donné son accord, le bien n'est pas vendu. Vous pouvez effectivement remettre en cause cette vente qui a été faite sans votre accord. Pardon. Non, la vente n'est pas le titre foncier. Moi, je... Je pense que peut-être que vous deviez mieux... Enfin, est-ce que vous pouvez donner plus de précision sur votre cas? Ce que je veux dire, après la vente, oui. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe, il faut que je me forme. Au niveau de l'ACD, moi j'ai acheté le terrain et maintenant, je pourrais dire que j'ai maintenant l'ACD de ce terrain-là. Je suis en pleine propriété. Voilà, c'est déjà vendu en fait. Voilà. Non, sans problème, au départ, on pourrait dire. Maintenant, après, c'est en fait la base de la question. La remise en cause en fait, de la pleine propriété. Non, justement, non, il faudrait plutôt, ce qu'il faudrait, c'est me dire exactement votre cas. Voilà, pour que je puisse savoir. Parce que bon, je veux me former actuellement. Mais il a un cas en tête en fait, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a des, voilà, il y a des choses assez précises. Vraiment d'intuition et je profite encore pour vous souhaiter bonne célébration. Merci, cher monsieur. En fait, là on n'est pas encore arrivé au stade de l'ACD, mais apparemment il y a un petit souci. On a déjà déposé les papiers pour l'acquisition de l'ACD. Mais il y a une dame, une vieille dame de la famille, bon, une maman, je pourrais dire une grand-mère, qui en fait ne veut pas céder la parcelle parce qu'elle voudrait utiliser ça pour sa plantation. Donc moi, au niveau de la famille, même, il y a des problèmes. Déjà, ma question, parce que du coup, on n'a pas tous les éléments, c'est sur quelle base vous avez acheté? Quel était ce document? Et quel était ce titre, entre guillemets, sur la base duquel vous avez acheté? Et quel genre d'acte vous avez passé? Déjà, pour... S'il faudrait que je sache, est-ce que c'était... Il n'y a pas eu de notaire déjà. Mauvais point. Très mauvais point. Il n'y a pas eu de notaire. Oui, il n'y a pas eu de notaire. Bon, donc ça va être plutôt au stade villageois. Si vous me dites qu'il y a une dame qui ne veut pas, il y a une maman, c'est plutôt... Déjà, comment vous appelez ça? Le document technique, c'est ça? Dossier technique, c'est pas un titre, ça n'a jamais été. Ça a été déposé actuellement au guichet unique. Oui, ça c'est pour faire l'ACD. Voilà. À votre nom, à vous? Au nom d'une amie, en fait. Bon, enfin, ok. Oui. D'accord. Donc, supposons que c'est vous. Supposons que c'est vous, c'est plus simple. Voilà. Donc, vous avez déposé votre dossier pour obtenir l'ACD.
Mais dans ce dossier-là, au nombre des pièces pour demander l'ACD, il y avait certainement une attestation villageoise. Voilà, donc il y a une famille quelque part qui a donné un accord pour qu'on vous cède les droits coutumiers sur ce terrain-là, pour que vous puissiez demander votre ACD. Tout à fait, donc c'est la décision. C'est ça? Oui, ça reste villageois. Et c'est au sein de cette famille ou de cette entité-là qu'il y a une opposition. C'est ça? Oui, tout à fait. Et donc cette opposition-là, elle va se matérialiser au cours de votre procédure d'ACD. La dame va venir faire opposition, je suppose. D'accord. Ou bien déjà, elle a manifesté l'opposition. Oui, parce qu'on avait mis... Ah, vous avez commencé à occuper le terrain, et donc maintenant elle est venue... Bon d'accord. Donc votre procédure est lancée, et déjà, il y a des problèmes. Plus de... Comment dire, les domaines d'intervention et puis comment l'ESPER peut accompagner justement cette procédure-là. On n'en a pas assez parlé. Pour s'il n'y a plus de questions, on remercie encore Maître Dacoury de la Chambre des notaires et merci beaucoup Maître et Madame Bomba pour sa présence aussi. Ainsi que Monsieur Akar. Merci beaucoup. En tout cas, ce panel était plein d'éducation, de renseignements et puis voilà, d'informations. Merci encore à tous nos panélistes. Donc, nous retenons tous qu'il faut toujours avoir son ACD pour être, on va dire, tranquille au fait, ne pas avoir de problème. Alors, merci beaucoup encore. À demain pour la 3e conférence.